Depuis 15 ans, notre vie a changé avec l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, mais jusqu'à peu, c'était encore l'affaire des jeunes, sérieux mais pas trop, jusqu'à l'irruption de Donald Trump qui a fait du tweet son arme diplomatique. Bonjour Guillaume Debré. Bonjour. Vous publiez un livre consacré à l'actuel président des États-Unis intitulé « Je tweete donc je suis », ce qui laisserait penser qu'après Descartes, il y a Trump. C'est peut-être un raccourci. J'espère que Descartes, en tout cas... C'est une forme de tweet. Oui, j'espère que le philosophe m'excusera d'avoir dévoyé sa citation, mais c'est en tout cas une forme du langage et une forme d'identité pour le président américain. Et en tout cas, sa gestion des tweets, on va en parler au cours de cette émission, n'est pas toujours cartésienne. En tout cas, s'il y a une certaine rationalité, elle paraît impulsive, elle paraît outrancière souvent, elle paraît scandaleuse parfois. En tout cas, il a bien compris l'utilité de ce mode de discours très simple, simpliste, caricatural, qui lui permet de prendre en otage le cycle médiatique toujours fluctuant aux États-Unis et de structurer en fait le débat politique autour de ces 140, maintenant 280 signes. Donc c'est très pensé pour vous ? Non, je pense qu'il a un rapport instinctif, impulsif, peut-être névrotique à ce mode d'expression. Ce qu'il a compris en tout cas, c'est que en gérant et en simplifiant au maximum les problèmes de politique publique, la diplomatie, la politique économique, en arrivant à exprimer des phrases courtes, des pensées simples, les gens réagissent et se positionnent par rapport à ça. Vous avez calculé, Guillaume Debré, le nombre des tweets de Donald Trump, 13 421, mais c'est, j'imagine, au moment où vous mettez sous presse, donc votre livre est obsolète déjà. Il est obsolète et de loin. Le président américain tweet entre 30, parfois 60 tweets par jour. Donc vous voyez qu'on est déjà loin du compte. Oui, vous avez même remarqué une journée où il y a 123 tweets de la main de Donald Trump. C'était au tout début du procès en destitution. Visiblement, le président était assez énervé. Il y a 24 heures, vous en mettez 12 heures ouvrables ouvrées pour le président. Ça vous fait un ratio assez important. Donc il faut calculer. Alors nous n'allons pas faire une émission de géopolitique, mais essayer de comprendre ce que cette façon de communiquer, ce que certains pourraient appeler une réduction du langage dit de notre monde. Et pour ce faire, nous sommes en ligne depuis Bordeaux avec Éric Chauvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et vous publiez un très court essai baptisé « La crise commence où finit le langage ». Est-ce qu'on en est là ? Je pense que le langage est fini. Enfin, en tout cas, il y a une révolution linguistique, langagière plutôt, qui s'est produite depuis 2008, selon moi, c'est-à-dire avec la crise économique. En 2008, si vous voulez, on s'est mis à être d'une certaine façon étouffé, aliéné par ce qui se passait, par le phénomène de la crise, sans parvenir à le comprendre, sans parvenir à le nommer. Et c'est à partir de là, j'ai remarqué que les réseaux sociaux ont vraiment explosé en termes de chiffre d'affaires et d'abonnés. Chez Twitter et chez Facebook, c'est absolument faramineux en fait, et très troublant de voir que toutes les courbes augmentent considérablement de 2008 à 2009. C'est-à-dire exactement pendant la période de crise. Donc mon raisonnement part de là. Qu'est-ce qui se passe dans cette période où plus personne ne comprend rien et où tout le monde se sent d'une certaine façon aliéné et puis en quelque sorte un peu déprimé? Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule ensuite vers les réseaux sociaux? Et pour moi, c'est très lié. C'est-à-dire qu'on a appris à parler sans contexte durant la crise. On a appris à parler de la crise et on a appris à parler de quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Et les réseaux sociaux ont fait, je pense que Twitter et Facebook ont largement surfé sur cette vague. Et pour moi, c'est un problème d'absence de contexte. Je pense qu'il y a 20 ans, personne n'aurait compris qu'on communique avec Twitter, en fait. Mais est-ce que cette montée en puissance des réseaux sociaux n'est pas le fait de tous les médias de masse, c'est-à-dire ils naissent, ils apparaissent, les premières années sont balbutiantes et puis tout d'un coup il y a un boom. Guillaume Debré, vous rappelez par exemple que Trump utilise aujourd'hui ce média des tweets, mais Roosevelt le fit avec la radio en 1930. Est-ce que c'est pas un petit peu le même cas, Éric Chauvier ? Oui, mais si on s'intéresse à l'histoire de Facebook, par exemple, avant c'est une espèce de forum où on chatte. C'est finalement c'est un peu un MySpace. C'est très simpliste.
Et après la crise, on observe que Zuckerberg et ses petits génies vont introduire un ensemble d'outils qui nous permettent de simuler une conversation en contexte. C'est les likes, etc. C'est les emojis notamment. Donc effectivement, ça a évolué, mais comme pour se substituer, comme si on avait créé des prothèses pour se référer à des contextes finalement et pour parler de tout et de n'importe quoi. Et c'est un peu le drame de l'époque, c'est-à-dire que tout ce qui est dit sur Twitter est dit par définition sans contexte. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi on parle et on peut parler absolument de tout et n'importe quoi puisqu'il n'y a plus de référence. Les linguistes appellent des déictiques. C'est très important. L'homo habilis, le premier truc qu'il apprend, c'est le déictique, c'est le pointer du doigt. Et de cette façon, on a régressé par rapport à l'homo habilis au sens où on ne pointe plus du doigt. On a perdu ça. Alors, on reparlera de tout cela et notamment de la notion de contexte qui est en effet très importante dans votre essai pour comprendre justement l'effet des tweets et des réseaux sociaux. Mais Guillaume Debré, est-ce que vous reconnaissez l'analyse d'Éric Chauvier dans ce que vous avez pu observer de Trump ? Et de l'Amérique, j'ajouterais juste que le tweet, c'est l'espace du péremptoire. C'est pas l'espace du débat contradictoire, c'est l'espace où on assène des vérités, parfois des contre-vérités, dans le cas de Donald Trump, c'est assez fréquent, et on n'attend pas de réponse. C'est aussi l'illustration, et ça je pense que c'est assez important, d'une société qui a profondément changé. Effectivement, depuis la crise financière de 2008, il y a eu des phénomènes de dislocation, des phénomènes de paupérisation de la classe moyenne, où très rapidement, une partie de la population et l'électorat ne se retrouvaient plus dans la forme de langage de l'establishment politique. Et Tweet est apparu, j'allais dire, comme une réponse à cette crise de confiance du mode de discours politique, où soudain, un homme politique qui utilisait ces phrases simples, qui en fait exprimait tout fort, parfois très fort, ce que beaucoup de gens pensent ou pensent penser très bas, a résonné dans cette société qui est extrêmement polarisée. Je suis marié à une Américaine, on assiste à des débats assez houleux en famille entre mes beaux-parents qui sont républicains, mon épouse qui est démocrate, et il y a depuis très longtemps deux Amériques qui ne s'entendent plus depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est deux Amériques qui ne se parlent plus, et quand elles se parlent, elles se hurlent dessus. Et c'est ça, à mon avis, que Twitter reflète. Ce qui est étonnant, c'est que dans vos deux livres, la date de 2008 est essentielle. Donc, émergence des réseaux sociaux dans leur plus grande propension il y a une augmentation de combien ? Plus de 2000% d'usagers sur les réseaux sociaux en 2008, hein, Éric Chauvier, c'est votre chiffre ? Oui, c'est ça, c'est même un peu plus en fait. Un peu plus de 2000% et la crise économique aux États-Unis qui fait des milliers de laissés pour compte. Guillaume Debré, Éric Chauvier, on va détailler chacun de vos livres. Vous, l'anthropologue Éric Chauvier, peut-on parler de rétrécissement de langage et seriez-vous prêt à entonner l'air de Carmen ? Prends garde à toi. C'est comme ça qu'on s'aime, oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas seulement du tweet, c'est aussi performatif le langage, c'est-à-dire que ça transforme nos façons de parler et nos pratiques. C'est-à-dire qu'il y a ce langage des réseaux sociaux a déteint sur nos façons ordinaires de parler. C'est une hypothèse, en tout cas, que je fais dans mon livre, dans mon enquête, c'est que ça a déteint sur ce qu'on pourrait appeler une nouvelle urbanité, parce que il y a vraiment une scission. À nouveau, on revient sur la question des territoires, mais aujourd'hui, les façons de produire de l'économie, de produire des richesses qui sont très liées aux grandes villes, en fait. C'est ce langage des réseaux sociaux a déteint surtout sur ceux qui produisent dans les grandes villes, mais il y a des périphéries urbaines où le langage, pour le coup, n'a plus rien à voir. Et le langage est très révélateur de ces fractures de territoire. Donc ce langage du tweet, ce langage est un langage aussi de la réussite économique, de la réussite sociale. Et à l'inverse, hors de ces grandes villes, on a un langage qui est beaucoup plus désinhibé. Et c'est intéressant de travailler sur ces marqueurs aussi pour comprendre, prendre la température de ce qui se passe dans ce pays, qui est en train de créer des mondes aussi assez irréconciliables, je trouve. Et le tweet, c'est un marqueur parmi d'autres de ces fractures. Alors, dans votre livre, en effet, la crise commence, où finit le langage. Éric Chauvier, vous nous dites que l'on a changé depuis 2008, donc on a changé de parler, ce que vous appelez le parler, c'est-à-dire qu'on parle maintenant comme les réseaux sociaux. Oui, je pense qu'on parle, l'expression d'un sentiment d'amitié, amoureux, etc., peut être une espèce de parodie du like. C'est-à-dire qu'on va retrouver des façons de parler qui évoquent des likes, le check, il y a tout un ensemble d'anglicismes
directement issus des réseaux sociaux qu'on va retrouver, mais qui sont aussi, surtout dans la langue du commerce, en fait, je pense, dans la langue de la productivité et des commerciaux, des nouveaux start-upers aujourd'hui des grandes villes, qui ont directement adopté ce langage, qui est directement indexé sur celui des réseaux sociaux. Guillaume Debré, sur la question de l'usage du tweet par Donald Trump, ça va un peu à l'inverse, j'ai l'impression, de ce que dit Éric Chauvier, c'est-à-dire que Trump utilise ce média-là pour parler au plus grand nombre, et justement ceux qui ne sont pas à Washington, ceux qui n'écoutent pas forcément CNN, mais plutôt Fox News. C'est-à-dire des gens plus simples et une Amérique populaire. Oui, une Amérique plus populaire, mais surtout, ce qu'il a structuré en utilisant son tweet, c'est une défiance vis-à-vis des pouvoirs constitués, de Washington, des grands médias, des grandes universités. Il a surfé avec ce langage simpliste, direct, sur cette espèce de révolte électorale qu'il y a eu en 2016 avec son élection, où une partie de l'électorat conservateur ne s'est plus senti à exprimer un rejet de l'establishment politique. Ce qui est intéressant, je trouve, quand même dans ce que dit Éric Chauvier pour le lier à Donald Trump, c'est que quand même, je sais qu'on a une certaine détestation de ce personnage, il a senti quelque chose. Il a senti que ce mode d'expression politique pouvait résonner dans une population qui ne se retrouvait plus dans ces institutions. Et ça, c'est assez intéressant parce que Trump n'est venu au tweet que par la politique. Alors justement, vous, Guillaume Debré, qui avez vécu 16 années, je crois, aux États-Unis, donc vous étiez journaliste à CNN et puis à TF1, vous avez connu Bush, vous avez connu Obama, vous connaissez Trump. Il y a une évolution entre ces trois présidents et un usage très différent du tweet. Bush n'utilisait pas le tweet. Obama utilisait effectivement le tweet comme un outil du discours présidentiel avec une manière très cadrée, très normée d'utiliser le tweet. Ces tweets étaient approuvés, ils étaient rédigés, ils étaient nuancés. Il y avait, une utilisation institutionnelle du tweet. Trump, à l'image de sa présidence, c'est une utilisation outrancière, transgressive, qui n'a pour but que de s'immiscer dans le débat pour faire, exploser ce débat, pour souffler sur les braises de la discorde et pouvoir polariser un peu plus un électorat qui, pense-t-il, en le faisant éclater, il en ramassera les miettes et pourra être réélu. C'est un peu sa stratégie en utilisant le tweet. Alors pour autant, Obama a plus de suiveurs que Donald Trump. Absolument. À ma grande surprise, j'ai lu ça dans votre livre. Absolument, avec une petite astérix, c'est que beaucoup de ses suiveurs ne sont pas américains. Donc les followers, les suiveurs de Obama sur son réseau social Twitter sont européens, africains, asiatiques, et la concentration du nombre de followers pour Trump est principalement aux États-Unis. Éric Chauvier, comment vous réagissez à ce que dit Guillaume Debré? Parce que le tweet a envahi l'ensemble de la communication de la planète. Si on doit parler de globalisation, c'est bien avec les réseaux sociaux qu'on peut utiliser ce terme. D'ailleurs, c'est un mot anglais, le terme français de gazouillis. Ça n'a pas pris du tout. Il faut y voir un signe, j'imagine. Oui, moi je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire... Effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une espèce de scission entre des classes populaires et puis les nouvelles urbanités, mais c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une fascination, je pense, moi j'en suis persuadé, des classes populaires pour ce langage-là aussi, sauf que c'est vécu sur le mode de la frustration, mais c'est un langage qui a complètement conquis en France. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, au départ, est initié à la veille des fêtes de Noël dans l'idée aussi d'offrir des smartphones aux enfants, etc. Donc on est déjà dans quelque chose de très consumériste, qui relève d'une espèce de fascination aussi pour ce modèle-là. C'est pas un modèle qui est rejeté, mais qui, quand il est vécu sur le mode de la frustration, peut être source de cette colère-là, de cette révolte. De Trump et des autres, Sophie Janin, la réalisatrice de l'émission, s'est amusée à chercher le mot dans quelques journaux d'actualité. Voilà ce que ça donne. Lorsqu'il arrive à son bureau après 10 heures en général, il ne tweete plus lui-même car il n'aime pas porter en public ses lunettes de vue dont il a besoin pour voir l'écran. C'est par un tweet que François Fillon a annoncé sa candidature à la présidence de l'UMP. Ils y sont tous. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-François Copé, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon.
on pourrait citer l'ensemble de la classe politique. Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter. Sur Twitter, c'est-à-dire là où toute opinion mendie des suffrages, quiconque prend la parole se prend pour un porte-parole. Par le relais de Twitter, on touche un public beaucoup plus vaste et en général, vous le savez bien, un public plutôt jeune qui n'est pas forcément habitué aux réunions politiques ou aux médias politiques habituels. Il y a des messages qui peuvent être envoyés en 140 signes et qui peuvent être très percutants. Mais il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être dites en 140 signes et qui méritent autre chose. Donc un tweet de temps en temps, pourquoi pas, mais toute la vie politique en tweet, non, ça, c'est pas mon truc. Alors un tweet de temps en temps pour rendre à César ce qui est à César, cet appel à la modération est de Pierre Laurent, l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Vous ne pouvez que l'approuver, Guillaume Debré, ou vous êtes devenu totalement américain et trumpiste? Alors moi je ne tweete pas, donc je suis assez à l'aise avec l'appel à la modération. Ce qui est intéressant dans ce qu'on entend, c'est que tout le monde s'est mis sur Twitter. Tous les hommes politiques ont compris cet outil de communication politique, mais personne ne l'a utilisé de la manière dont Trump. Personne, à part peut-être Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui est un peu, j'allais dire, l'équivalent Twitter de Donald Trump en Inde, et qui a 52 millions de followers, un peu moins de suiveurs, un peu moins que Donald Trump. Trump a vraiment compris l'essence de Twitter, ce mode de communication et cette simplification, ce besoin de simplification dont a besoin une partie de l'électorat américain. Alors vous qui avez étudié un par un les 13 421 tweets de son élection à la publication de votre livre, et on a dit qu'il y en avait beaucoup plus aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tweets sur tous les sujets ou est-ce qu'il y a des tweets qui font des impasses? Comment comprendre sa politique à partir de ces tweets? Il y a toutes les facettes de la personnalité et de la gouvernance de Trump dans Twitter. Il y a l'institutionnel, évidemment. Il y a des annonces, il y a des félicitations à des sénateurs républicains. J'allais dire, c'est de la communication classique. Il y a aussi l'outrance, le besoin de choquer, d'insulter, d'éructer. Et ça, Twitter lui offre cette caisse de résonance, ce porte-voix que aucun autre média n'accepterait. Le niveau de langage et de vulgarité qu'il y a dans le compte Twitter de Donald Trump est proprement effrayant. C'est effarant pour un Français. Effarant pour un Français et même pour beaucoup d'Américains qui sont quand même très choqués. Il a un niveau de discours qui est tout sauf présidentiel sur Twitter. Et pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que il a pris en otage le cycle médiatique où je pense que beaucoup de journalistes le matin se réveillent avant même d'ouvrir le New York Times, ils regardent le compte Twitter du président. Oui, vous dites qu'il est dans une dérive plébiscitaire d'un système démocratique en bout de course en fait. Essoufflé, avec une pratique institutionnelle dans laquelle les Américains ou certains Américains ne se retrouvent plus. Et là, il a imposé de la verticalité, ça va vous rappeler quelque chose en France aussi, il a imposé d'une gouvernance verticale où il assène le péremptoire, il assène ses vérités et elles sont reprises un peu partout. Ces sortes de mini-référendums constants grâce à cet outil de communication politique. Et puis il y a parfois quelques perles. Quand il se trompe sur le prénom de sa femme, quand même, faut le faire. Est-ce qu'on ne regarde pas les tweets de Donald Trump de temps en temps pour avoir un petit fou rire? Ah si, vous pouvez, et allez-y, ça va vous faire rire. Il y a les fautes d'orthographe. Puis on révise l'anglais en plus, c'est assez simpliste. Vous révisez l'anglais, faites attention, je vous dis, il y a des fautes d'orthographe, donc n'apprenez pas par cœur ce qu'il écrit. Mais effectivement, c'est très intéressant à comprendre comme mode d'approche du discours politique. Éric Chauvier, vous racontez dans votre livre La crise commence où finit le langage, que finalement l'objectif de Zuckerberg et de Jacques Dorsey qui a créé Twitter est de créer une communication virtuelle crédible qui peut permettre de laisser à penser qu'on vit sa vie, mais en fait cela crée un terrain terriblement favorable pour les infox. Oui, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de façon de vérifier véritablement, puisqu'il n'y a plus de contexte. En fait, c'est ça, c'est cette idée qu'il n'y a plus d'accès à une expérience réelle avec le monde. En fait, ça n'a plus d'importance. Ce qui est à l'opposé, par ailleurs, de ce qu'il faudrait sans doute entreprendre pour le sauver, justement, le monde actuellement. Il faudrait se reconnecter clairement avec lui et prendre le temps de se reconnecter. Twitter va à l'inverse total de ça. Donc, effectivement, nous sommes sur une situation pour le moins glissante. Il y a plus vraiment de place pour des femmes ou des hommes de raison avec Twitter dans la question dans la gouvernance aujourd'hui, je trouve. C'est très difficile. Je voudrais revenir sur cette question de contexte parce que je ne sais pas si c'est très très clair pour tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi le contexte est si important en matière de
communication, et là je m'adresse vraiment à l'anthropologue, puisque vous aimez travailler justement sur les choses les plus banales de la vie quotidienne, et vous dites que en l'occurrence Twitter c'est comme la conversation quotidienne, que c'est la base de l'être ensemble, la base de la communication. C'est comme si on vous imposait uniquement des concepts pour penser ce que vous vivez au quotidien. C'est très difficile. C'est-à-dire que c'est des débats de société pensés avec des concepts, mais c'est beaucoup plus fertile de penser le monde à partir de situations qu'on va réellement vivre, parce que d'un coup ça devient plus sophistiqué. Vous introduisez de la nuance, vous introduisez du questionnement, là où Twitter n'en introduit jamais. Donc cette espèce de pensée hors sol, elle est très dangereuse parce qu'elle amène à des débats très simples, la peine de mort, pour ou contre, je pensais récemment aux questions de galanterie, de genre, du comportement des hommes dans la rue vis-à-vis des femmes. Si on parle sans situer, en fait, on parle de rien. Et il y a des pour et des contre, mais pour des arguments qui ne sont jamais référés à des contextes réels. Alors que si vous prenez une situation, évidemment, ça change tout. Et une foule de questions apparaissent et le débat est beaucoup plus riche. Et évidemment, Twitter est assez inoffensif à ce niveau, puisqu'il ne parle jamais de contexte. Mais pour revenir à Trump, je pense... J'ai l'impression quand même que c'est avant tout le spectacle, cette surenchère dans la provocation est surtout spectaculaire, et que le problème est plutôt au niveau de ceux qui organisent la politique de Trump au niveau du lobbying. C'est pas vraiment Trump en lui-même, c'est simplement une espèce de surface spectaculaire. Guillaume Debray. Moi, j'ai une question pour vous, Éric. Est-ce que vous pensez que Twitter n'est que le reflet, j'allais dire, d'un appauvrissement à la fois du langage, mais de la communication, et le reflet d'une polarisation extrême politique de la société à la fois américaine et française? Ou alors, est-ce que c'est un accélérateur d'un mouvement et que c'est la cause de cette polarisation? Est-ce que c'est un accélérateur et la cause de cette polarisation? Je pense que je suis plutôt favorable à la deuxième proposition que vous faites, c'est-à-dire qu'effectivement, ce langage est performatif, il nous transforme très rapidement en fait, et on est dans une espèce de processus hyper rapide qu'on ne contrôle plus vraiment. On ne doute plus des informations et des infox, comme vous dites, et le problème il est là à mon avis. Donc c'est un accélérateur. Effectivement, c'est une révolution anthropologique en fait. Notre rapport aux réseaux sociaux, moi je soutiens que c'est une révolution anthropologique pour cette raison que nous ne sommes plus capables de penser en contexte. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, un tweet sur la peine de mort, la Corée du Nord ou la crise économique nous arrive entre la poire et le fromage, et on est là juste pour dire j'aime ou j'aime pas. On n'a pas du tout pensé. Je like ou je like pas. Je like ou je like pas, et on ne sait pas du tout de quoi on parle en fait. Certes, mais il y a un acte politique à suivre Donald Trump sur Twitter. Je veux dire, Donald Trump a 63 millions de followers, il n'a pas toute l'Amérique, et il y a un geste politique, comme quand on donne sa carte de crédit pour acheter quelque chose, on n'est pas obligé de tweeter. Moi, je tweete pas, je suis effectivement certaines sources sur Twitter, mais il n'y a pas d'obligation de tweeter, il n'y a pas d'obligation d'écouter le président ou d'autres sur Twitter. Je pense qu'il y a une espèce de frisson par procuration quand Trump a provoqué avec la Corée du Nord. Je pense qu'on a vécu une espèce de post-guerre froide là, qui a angoissé un peu tout le monde, et qui, vu du point de vue de nos villes, où on vit un peu dans des checkpoints en ville, le monde autour est quand même assez violent, et je pense qu'on vit ça un peu par procuration aussi. On obtient de cette façon-là notre dose d'adrénaline, et je pense qu'on ne suit pas Trump pour des raisons politiques, pour sa. Moi, je vis dans la ville de Montaigne, si vous voulez. Donc, à Bordeaux. On est quand même loin de ça, quoi. C'est pas vraiment, c'est de l'argumentation politique. Donc, c'est plus trouver cette espèce de substitut d'adrénaline, d'émotionnel, de spectacle, en fait. Mais sans lire dans les boules de cristal, pensez-vous, Éric Chauvier, que ces réseaux sociaux peuvent disparaître à échéance de 10 ans, qu'il y a un effet de mode, justement, et qu'on parlera Twitter comme on parle du Minitel aujourd'hui, c'est-à-dire plus du tout, ou qu'au contraire, on est rentré, et si je vous entends bien, c'est plutôt cette version-là, dans une révolution anthropologique et dans une nouvelle période?
La deuxième, je pense. C'est-à-dire que Zuckerberg parle clairement aujourd'hui de réalité augmentée, de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'enjeux en termes de recherche sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D'ici 10 ans, on pourra se téléporter, en tout cas vivre une situation, même 5 ans, je pense, on pourra vivre une situation à 2000 km et être dans cette réalité-là de façon virtuelle. Donc les enjeux, ils sont là. Le risque, c'est évidemment une atomisation sur sa propre existence et un rétrécissement complètement de notre expérience. Puisque si je peux vivre aujourd'hui le duplex, par exemple, ce sera probablement fini, parce que je pourrais être à Paris avec vous, en fait. Mais évidemment, je serai toujours à Bordeaux, d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est ce rapport à l'expérience qui va être encore plus dénié. Et ça, c'est véritablement très inquiétant. Je pense qu'il faudrait beaucoup de comités éthiques pour réfléchir à ça. Alors je crois que ça fait un peu froid dans le dos, il me semble, même si le studio est un peu surchauffé. Histoire de continuer dans les frissons, Guillaume Debré, est-ce que Trump, en tweetant, peut être réélu ? Bien sûr. Il a compris quelque chose qui n'était pas du tout intuitif, c'est qu'il y a aujourd'hui une colère contre Washington. Beaucoup de candidats l'avaient compris. Ce qu'il a réussi à faire, c'est à l'incarner depuis le bureau ovale, avec sa nouvelle gouvernance, avec sa manière outrancière, scandaleuse, transgressive de communiquer et de gouverner, il a continué à capter un électorat qui aujourd'hui lui est extrêmement fidèle et c'est très étonnant. Guillaume Debré, merci beaucoup. Je tweete donc je suis l'art de gouverner selon Donald Trump est édité chez Fayard. Merci aussi à vous Éric Chauvier. La crise où finit le langage est édité chez Alia, de même qu'un court roman que vous publiez en même temps. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine de vive voix. Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Sophie Janin à la réalisation.